je vais détailler quelques pratiques efficaces pour en donner une tout à fait spécifique autour du bilan. Pour le processus situé, qu'est-ce qu'on peut faire? On a bien vu qu'en début de séquence, ce qui était à faire, c'était permettre aux élèves de se situer par rapport à votre demande. Donc, s'empêcher de répondre « oui, oui, c'est bien ce que j'attendais, oui, tu as la bonne réponse », et se forcer à dire « tiens, pourquoi tu dis cela? Et les autres, est-ce que vous êtes d'accord ?» Rien que ces deux questions-là, ça permet de répondre au processus situé. Donc encore une fois, ce n'est pas un changement de pratique qui va vous demander des heures d'effort, ça va vous demander des dixièmes de seconde de très grand effort, mais c'est en dixièmes de seconde. Hein. Tiens, demandez pourquoi tu penses ça? Et les autres, est-ce que vous pensez la même chose? Est-ce que quelqu'un n'est pas d'accord? Est-ce que quelqu'un a une autre idée? Ça, c'est des questions fondamentales pour permettre aux élèves de se situer. Vérifier la compréhension en cours de route. Donc là, c'est vraiment le tableau de progrès. Où est-ce que tu en es sur ce tableau de progrès? Le tableau de progression. Et puis encourager les progrès. Hein, pour se situer, il faut... Voilà, tu vois, tu as progressé. Comment ça, nous, ce qu'on observe, voilà, c'est l'enseignant qui circule d'un groupe à l'autre. Tous les enseignants qu'on a, avec qui on a travaillé dans ce projet Assist.me, on les voit circuler d'un groupe à l'autre autour de ce tableau de progrès et ils montrent avec le doigt. C'est vraiment la situation. Où est-ce que tu en es? Est-ce que tu peux passer là? Et ce tableau de progression évite les grands discours. T'en es là? Qu'est-ce que tu peux faire pour passer là? Ah, je dois écrire une phrase. Tu es sûr que tu peux vraiment pas écrire une phrase? Alors allez, si je peux. Hop, et ils y vont. Et donc c'est vraiment atteindre juste le niveau supérieur. C'est ça les progrès, c'est ça les tâches partielles dont je parlais tout à l'heure. Atteindre juste le niveau supérieur. Et ça démontre que vous êtes là pour les faire progresser. Parce que bon sang de bois, vous êtes toujours en train de tourner pour dire comment tu peux passer au-dessus, comment tu peux passer au-dessus. Donc c'est bien que vous voulez les faire progresser. Et ils le voient concrètement. Deuxième possibilité, donc autour de anticiper. Si on regarde bien comment est fait une séquence, grosso modo, une séquence, c'est 8-9 séances. Si on regarde d'une discipline à l'autre, bon, vous pouvez modifier selon vos disciplines, mais de toute manière, ça se termine tout le temps par un bilan partiel et par un rendu de ce bilan. Comment faire pour que les élèves puissent anticiper? On peut faire que les élèves puissent anticiper en utilisant cette avant-dernière séance qui précède le bilan. On fait un tout petit test où on mène une réflexion avec les élèves au choix. Quel pourrait être le contenu de l'évaluation bilan? Ce que vous avez écrit sur le poster. Si on le met là, ça laisse cette séance 7 là pour faire les derniers ajustements. Ceux qui ne se sentent pas en réussite, comment est-ce qu'on peut retravailler les questions avant le bilan? C'est donc des exercices spécifiques que vous distribuez aux élèves, ou alors des exercices à choix, et vous leur laissez le choix, du travail en atelier, selon les besoins des élèves, du travail en atelier sans compter sur les besoins des élèves, vous les faites tourner, enfin, il y a des tas de possibilités pour faire ça, des exercices à compléter, des choses. Après, on a le bilan qui est conforme à ce qui a été préparé à l'avance. C'est une démarche que j'avais testée au cours de mes études doctorales, pour ma thèse. J'avais suivi les profs, je vous l'avais déjà dit, mais je le répète. Il a fallu attendre 6 mois pour que tous les élèves fassent suffisamment confiance aux profs pour se dire ce qui a été préparé pour le bilan, c'est pas soi-disant pour le bilan, c'est que ça va être dans le bilan. Et donc, j'ai intérêt à participer à cette séance 6. Et j'ai intérêt à participer à la séance 7 et à réviser.
Mais au début, c'était très décourageant pour les enseignants, la première fois qu'ils ont testé ça, parce que la majorité des élèves ne les ont pas cru et n'ont pas changé leur comportement. Et il a fallu attendre jusqu'au mois de février pour que tous les élèves s'impliquent en faisant confiance à l'enseignant. Et du coup, la séance de rendu est plus simple, parce que tout a été anticipé à l'avance. Donc au lieu de reprendre plein de corrections difficiles en se disant « Oh là là, je m'aperçois dans le bilan qu'ils n'ont pas compris ça, il faut absolument que je leur fasse une piqûre de rappel », mais ça ne marche jamais. Tout a été anticipé, donc on peut dire « Bon écoutez, je corrige uniquement cette partie-là qui est vraiment... moi je trouve que c'est important, ça vaut le coup de se concentrer sur les erreurs qui restent encore. Et puis le reste, vous pouvez vous débrouiller, vous viendrez me voir, ou je vous distribue une correction toute faite, etc. Mais ça simplifie grandement cette séance terminale, cette séance de rendu. Comment ça se passe concrètement? Ça se passe concrètement avec un document qu'on distribue aux élèves, c'est un support de travail des élèves, où on donne la date du bilan périodique. Ce que je disais déjà, annoncer ça. Sinon, les élèves, nous on les interroge, on les interrogeait à l'époque, les élèves pensaient que c'est quand l'enseignant n'avait pas envie de travailler qu'il donnait un bilan. Donc là, non, c'est fixé, c'est prévu dans la séquence. On peut donner la date 15 jours à l'avance. Ça implique un travail collectif, du coup, parce que les élèves vont dire « Ah, dans 15 jours, on a déjà un bilan avec madame machin, monsieur un tel. » Donc il faut un petit peu se concerter pour que ça ne tombe pas tout en même temps. Après, il y a quelques compétences qui sont travaillées, qui sont énoncées là. Et les élèves doivent chercher dans les activités qu'ils ont faites, celles qui correspondent à chaque compétence. Premier point. Et deuxième point, celles qui sont essentielles pour réussir. Et là, dans cette étude, ça a été le progrès principal qui a été fait avec les élèves. Comprendre que toutes les activités qui sont faites en classe ne sont pas essentielles. Et qu'il n'y en a que quelques-unes à réviser pour réussir le bilan. On s'est aperçu en interrogeant les élèves que la plupart des élèves en difficulté qui ne faisaient rien, c'était pas qu'ils ne voulaient rien faire, c'est qu'ils pensaient que tout était essentiel. Et comme ils n'arrivaient pas à tout réviser, ils ne le faisaient pas. On a regardé un film, donc une interview d'élèves décrocheurs, qui dit « Je ne suis pas un décrocheur, c'est l'école qui m'a décroché ». Voilà, mais c'est dans des systèmes comme ça. On ne prend pas la peine de leur faire sélectionner ce qui est essentiel. Alors que les parents qui sont au courant de ça, ils savent faire. Et les enseignants en cours particulier, ils savent faire. Ou le soutien scolaire payant, privé, ils savent faire ça. C'est à nous de le faire, à vous de le faire aussi, en tant qu'enseignants d'école publique. Et voilà, pour tous, toutes les catégories sociales, voilà ce qui est essentiel. Et là, c'est un travail passionnant. C'était incroyable d'entendre les élèves discuter de ce qui est essentiel. Au bout de quelques mois, ils étaient extrêmement performants dans leur vocabulaire. Il y avait même des notions didactiques derrière, c'est surprenant. Et vous serez passionnés d'écouter vos élèves justifier de pourquoi une activité que vous leur avez donnée à faire est essentielle à leurs yeux. Et vous serez surpris de voir le sérieux avec lequel ils prennent votre travail. Ça encourage. Mais c'est long parce que ça ne se met pas en place tout de suite. Donc là, il faut le support de plusieurs personnes. Comment les élèves doivent faire? Les élèves se positionnent, ils ont un petit tableau, compétences, une fois qu'on a délimité quelle est l'essentiel, compétence 1, ben c'est, voilà, je ne me sens pas du tout, un peu, presque tout à fait. Donc on retrouve rouge, jaune, vert clair et vert foncé. Oui, alors sur le contenu des compétences et des attendus, moi je fais partie des gens qui pensent, théoriquement, que les compétences sont toujours liées à des situations très précises, et donc à des contenus très précis. Si on fait que des compétences trop générales, ça fonctionne dans le système, bien évidemment,
pour pouvoir se parler au niveau du système à un niveau supérieur. Mais au niveau des élèves, quand on est en train d'apprendre, on a besoin de se situer au niveau de contenu très très spécifique. Et les enseignants, j'ai l'impression, trouvent plus leur intérêt à travailler sur des attendus très spécifiques comme ceci que sur uniquement des compétences très générales. Donc la séquence, comment elle se passe? On revient à ce qu'on a dit depuis le début. En bleu, c'est tout ce qui est anticipation, ce que vous faites à votre bureau. En jaune, c'est ce qui se passe dans la classe. Donc on met en place la séquence et puis on va arriver au bilan périodique. Et puis sur les côtés, on a le travail personnel de l'élève, soit ce qui est dépendant de ce qui se passe en classe, c'est l'aide personnalisée, l'accompagnement personnalisé, les projets, les groupes, etc. Soit ce qui est un peu en dehors de l'établissement, qui n'est pas sous la responsabilité directe des enseignants, mais qui existe aussi. Tout ça, c'est un système complexe, qui est assez classique et qui ne fonctionne pas bien. C'est celui qui crée des inégalités, malgré tout ce qu'on cherche à faire à l'envers de ces inégalités. Ça fonctionne bien si on rajoute ce moment de métacognition, donc de préparation du bilan final, pour dire qu'est-ce qui a été appris dans le travail personnel de l'élève, qu'est-ce qui a été appris dans la séquence et comment tout ça est au service des apprentissages. Ce système-là, donc les enseignants dont je vous parlais l'avaient mis en place. Et encore une fois, si j'ai pu travailler avec eux, c'est qu'ils étaient très déçus des résultats. C'est-à-dire qu'on regarde des efforts qu'ils faisaient, eux, pour coordonner le travail personnel des élèves et le travail en classe et la différenciation. Les résultats n'étaient pas à la hauteur de leur énergie, ils étaient très découragés. En interrogeant les élèves, on s'est aperçu que les élèves s'interdisaient de faire le lien, les élèves en difficulté. Ils disaient, mais non, ce que j'ai fait en travail personnel, c'est pas avec la même personne que ce que j'ai fait dans le cours. Donc j'ai pas le droit de l'utiliser. Et les enseignants, quand ils ont entendu l'enregistrement de leurs élèves en train de dire ça, ils se sont dit, mais c'est pas possible. Comment ça se fait qu'on n'ait pas été compris concrètement sur le lien qu'on avait les uns entre les autres? Et donc ils ont rajouté, c'était le but de l'étude, ils ont rajouté ce moment-là, et on s'est aperçu donc, que tous les élèves que l'on a filmés tout au long de l'année et dont on a étudié le comportement scolaire s'engageaient dans l'activité, cherchaient à résoudre les problèmes, s'auto-régulaient, c'est-à-dire pilotaient leurs apprentissages par eux-mêmes. En plus, donc les enseignants, mais moi vous avez compris que c'est pour moi pas un critère des plus importants, mais les enseignants ont trouvé que la moyenne montait de 2 points. Pour moi, c'est pas le critère le plus important, parce que c'est les enseignants qui mettent la note, donc on ne sait pas la part de subjectivité qu'il y a là-dedans. Mais admettons qu'ils soient restés objectifs tout le temps. Ils ont trouvé que la moyenne avait monté de 2 points. Ce qui, quelque part, n'est pas trop étonnant, puisqu'il y a plus d'élèves qui ont compris comment il fallait préparer le bilan. Si on veut finir par, au niveau de adapter, donc adapter, c'est au niveau c'est des commentaires qui vont permettre l'adaptation. Donc commentaire oral, annotation écrite sur le travail des élèves. À quoi ça sert tout ça? Ça sert, on l'a vu, parce que si plusieurs élèves ont les mêmes difficultés, soit qu'ils puissent en discuter entre eux, soit que vous mettiez en place un groupe de travail adapté. Ce qui fait que vous pouvez aussi donner l'occasion aux élèves de comparer leur production à partir de des commentaires que vous avez fait vous. C'est pas uniquement la note, et là la note ne va pas servir justement, c'est les commentaires, l'aide méthodologique que vous leur suggérez de faire, les erreurs qu'ils ont pu produire, les réussites qu'ils ont eues. L'important dans ces commentaires, c'est de construire un climat de classe positif. Et il y a 2 moyens, 2 gestes professionnels qui peuvent être utiles.
c'est de vous forcer à trouver une annotation positive pour chaque copie. Là encore, ce n'est pas un geste professionnel très révolutionnaire, du moins en apparence. Tous ceux qui l'ont essayé, tous les retours que j'ai eus, c'est révolutionnaire dans le climat de classe. Parce que les enseignants qui ont tenté ça se sont aperçus qu'il y a des élèves qui n'avaient jamais de commentaires positifs. Or, on pouvait toujours en trouver un. Et le fait de trouver un commentaire positif par copie fait que tous les retours que j'ai eus, ce ne sont que des retours, je n'ai pas d'observation, mais tous les retours que j'ai eus, et j'en ai eu de nombreux, montrent que ça change le climat de classe complètement. Donc c'est un petit geste professionnel que l'on peut faire. Deuxième geste, je vous en avais parlé, d'un devoir à l'autre, garder le tableau de progression par compétence. Donc là, du coup, il faut combiner, je comprends bien, la combiner avec des compétences un peu plus larges que celles que j'ai écrites tout à l'heure. Garder trace de cette évolution par compétence. Sur une copie double, par exemple, dans une pochette, je ne détaille pas, je l'avais expliqué. Par contre, en discutant avec les collègues du premier degré, on s'est aperçu que ce qui pouvait être intéressant, c'est de faire un portfolio pour répondre à la question de ceux qui disent « mais finalement, ce bilan périodique, avec ces 4 niveaux, on fait une espèce de moyenne de compétences pour dire voilà où en est l'élève, effectivement, c'est pas grand-chose. Mettre des documents derrière ce document officiel, c'est expliqué dans les textes officiels que j'ai donnés tout à l'heure. Hein. Ils disent tous qu'avec le document, le bilan périodique envoyé aux parents, il doit y avoir des documents complémentaires qui permettent de comprendre ce qui a été évalué. Avoir une pochette dans laquelle les élèves mettent leur réussite partielle, mais leur réussite. Voilà comment j'ai progressé. Et de raconter les progrès. Et c'est l'avantage du portfolio que de pouvoir raconter ses réussites et donc de créer un climat d'apprentissage qui soit favorable au progrès. Voilà aussi une démarche que vous pouvez faire.